Voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, en Afrique du Sud, un rapport détaillé sur les émeutes de juillet dernier suite à l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma a révélé d'importantes failles au sein du renseignement et les faiblesses des moyens logistiques des forces de sécurité du pays. Et puis en Israël, l'affaire Pegasus, du nom d'un logiciel espion, fait grand bruit. Le logiciel aurait été déployé par la police contre de hauts responsables gouvernementaux. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure a annoncé lundi l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante. Et puis, les nouveaux rois du football africain, les Lions de la Teranga, sont entrés à la maison. Ils ont été accueillis par une foule en liesse, une véritable marée humaine, on va le dire ainsi, avant d'être reçus par le président sénégalais Macky Sall. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. En Afrique du Sud, un rapport détaillé sur les émeutes de juillet dernier, suite à l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma, a révélé d'importantes failles au sein du renseignement et la faiblesse des moyens logistiques des forces de sécurité du pays. Le rapport en question a été rédigé par des experts choisis par le gouvernement sud-africain. Des failles importantes au sein des services de renseignement et une faiblesse des forces de sécurité. C'est ce que pointe un rapport détaillé sur les émeutes meurtrières qui ont secoué l'Afrique du Sud en juillet dernier, juste après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Selon ce rapport, les structures du renseignement n'ont pas réussi à anticiper les violences et à y répondre de manière adéquate, et la police, mal équipée, ne disposait pas de capacités suffisantes pour arrêter ces émeutes. Le texte a été rédigé par un groupe d'experts choisi par le gouvernement sud-africain pour enquêter sur ces violences et pillages qui ont fait plus de 350 morts et occasionné d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de dollars. Les deux principales régions frappées par les violences, le KwaZulu-Natal et Johannesburg, représentent la moitié du PIB du pays. Quelques jours après le début des troubles, le président Cyril Ramaphosa avait décidé de supprimer le ministère de la Sécurité d'État et placer les services de renseignement sous son autorité. Face à l'ampleur de la situation, environ 25 000 soldats avaient aussi été envoyés sur le terrain pour soutenir les policiers en sous-effectif. La police, qui a ouvert plus d'une centaine d'enquêtes pour meurtre, soupçonne une dizaine de personnes d'être les investigateurs de ces émeutes qui ont duré une semaine. 6 ont déjà été arrêtés, ils avaient notamment incité aux violences sur les réseaux sociaux. Ces émeutes sont les pires violences que l'Afrique du Sud ait connues depuis la fin de l'apartheid. La Guinée-Bissau, encore à la une de l'actualité africaine, une radio privée, Capital FM, jugée très critique à l'égard du gouvernement, a été attaquée, une attaque dénoncée par une partie de l'opinion. De son côté, le gouvernement s'insurge contre une campagne médiatique supposée visant à donner du crédit à la récente tentative de coup d'État militaire dans le pays. En Guinée-Bissau, des hommes armés ont attaqué lundi les locaux de Capital FM, une station de radio privée jugée très critique à l'égard du régime d'Umaro Sissoko Embalo et considéré comme proche du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert à l'opposition. Ce qui vient de se passer est absurde, c'est vraiment absurde, c'est un véritable acte criminel en plein jour. Les journalistes ont été brutalisés et le matériel saccagé. Ils savent exactement où se trouvent ces véhicules, car il n'y avait que ces véhicules. On les trouvera dans la cour du palais présidentiel. Cet incident survient après la tentative de coup d'État du 1er février qui a coûté la vie à 11 personnes. Le gouvernement bissau-guinéen, de son côté, s'insurge contre une campagne médiatique visant à donner du crédit à cette tentative de coup de force. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans certains médias étrangers est une tentative de blanchir un coup d'État violent visant à décapiter l'État en utilisant de personnes impliquées dans le trafic de drogue et en engageant des rebelles casamançais. En juillet 2020, cette radio avait déjà été la cible d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés.
Les chefs d'État djiboutiens et égyptiens renforcent leurs relations diplomatiques. Le numéro 1 djiboutien, Ismaëlo Makele, s'est rendu au Caire. Au menu de leurs échanges, la question du barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil, un barrage à l'origine de plusieurs tensions dans la région depuis des années. Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a rendu visite à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire. Au menu de leur discussion, l'épineux sujet du barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil et qui est à l'origine de tensions diplomatiques depuis plusieurs années. Le Caire, qui considère ce barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau, tente de rallier les pays de la région à sa cause. Nous avons discuté de l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance, soulignant la volonté politique de l'Égypte de parvenir à un accord contraignant concernant le remplissage et l'exploitation du barrage dans un délai convenable qui renforce la sécurité et la stabilité régionale conformément aux règles du droit international et aux décisions du Conseil de sécurité. J'ai eu des entretiens constructifs et fructueux avec mon frère le président Abdel Fattah al-Sisi. Nous avons discuté des moyens de renforcer et de développer nos relations bilatérales à tous les niveaux. Nous avons également partagé nos visions et nos points de vue sur divers sujets et questions d'intérêt mutuel. Nous avons également convenu de l'importance de porter la relation entre les deux pays vers de nouveaux horizons. Il y a quelques mois, Abdel Fattah al-Sisi a été le premier dirigeant égyptien à se rendre à Djibouti depuis son indépendance en 1977. C'est une page triste. Au Maroc, le petit Ryan a été enterré en présence de nombreux Marocains compatissant à la douleur de ses parents. Pour rappel, l'enfant de 5 ans a passé 5 jours dans un puits asséché où il est tombé accidentellement. Les Marocains ont assisté ce lundi aux funérailles de Ryan, 5 ans, décédé après être tombé dans un puits de 32 mètres mardi dernier. Le petit garçon est resté coincé 5 jours, déclenchant une vaste opération de sauvetage qui a captivé le monde entier avant de se terminer en tragédie. Nous sommes très tristes. J'ai 2 enfants et l'un d'eux a le même âge que Ryan. En le regardant, c'était comme voir mon fils. Je remercie les autorités locales ainsi que la protection civile et les ingénieurs qui ont fait plus que le nécessaire. Mais ça reste la volonté de Dieu. Le corps sans vie du petit garçon a été extrait du puits samedi soir après des efforts intenses pour le libérer. La foule s'était alors réjouie de voir que les secouristes aient réussi à l'atteindre, mais la joie s'est transformée en chagrin lorsque le cabinet royal a annoncé son décès. Au Malawi, le passage de la tempête tropicale Anna et les fortes précipitations de pluie ont endommagé la principale centrale électrique du pays. Le Malawi devrait connaître 6 mois de coupure de courant. Plus de 90 personnes, rappelons-le, ont trouvé la mort lors du passage de la tempête Anna en Afrique australe. Les pluies torrentielles de la tempête tropicale Anna se sont calmées vendredi, laissant des dizaines de milliers de personnes dans 3 pays d'Afrique australe isolées par les inondations. Au Malawi, la principale centrale hydroélectrique est à l'arrêt depuis que le barrage de Chikwawa a été endommagé par les fortes pluies. Ici, l'impact du cyclone Anna a causé la perte du barrage. Le mécanisme de contrôle que nous avions pour emmener l'eau à la prise des machines a été détruit. La seule digue de formation que nous avions a été emportée par les eaux. Les données de réseau en temps réel montrent que les infrastructures de télécommunications continuent d'être gravement touchées. Selon la compagnie nationale d'électricité Egenco, le pays devrait connaître 6 mois de coupure de courant avant un retour à la norme. Pour la structure temporaire que nous voulons mettre en place et rétablir rapidement la production d'électricité, il nous faudra 6 mois. Mais cette estimation sera vérifiée par le consultant lorsqu'il terminera l'analyse experte des travaux. Alors que les eaux de crue se retirent, l'attention se porte sur le réseau électrique national. Les missions de recherche et de sauvetage sont considérablement entravées. Sans électricité et sans eau potable, les familles sont exposées à des maladies et ne peuvent pas accéder à des soins.
Hors du continent africain à présent, en Israël, l'affaire Pegasus, du nom d'un logiciel espion, fait grand bruit. Le logiciel en question aurait été déployé par la police contre de hauts responsables gouvernementaux. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure a annoncé lundi l'ouverture d'une commission d'enquête suite à des révélations publiées sur un piratage à grande échelle. Des proches de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou auraient été également espionnés par ce logiciel. Quotidien calcaliste, le gouvernement israélien reprend la main. Le ministre de la Sécurité publique, Omer Bar-Lev, a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête afin de faire la lumière sur cette affaire qui fait grand bruit. Cette décision intervient après la publication de révélations embarrassantes dans le quotidien économique israélien calcaliste. Selon l'article, la police aurait eu recours au logiciel Pegasus sans autorisation judiciaire pour espionner de très nombreuses personnalités politiques de premier plan, notamment Avner Netanyahou, l'un des fils de l'ancien Premier ministre, et d'autres proches, mais également des hommes d'affaires, des journalistes, des maires ou encore des militants. Depuis les révélations, les réactions politiques de tous côtés pleuvent, à commencer par le Premier ministre Naftali Bennett. Il tient à montrer qu'il prend la situation très au sérieux. Les informations semblent décrire une situation très sérieuse et inadmissible dans une démocratie. Pegasus, comme d'autres outils similaires, sont des outils importants dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Mais ils ne sont pas destinés à être utilisés contre le public israélien. Nous veillerons à ce que l'enquête soit transparente, approfondie et rapide, car nous méritons tous, citoyens de l'État d'Israël, ministres du gouvernement et tous les établissements, des réponses. Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou ne mâche pas ses mots lors d'un débat exceptionnel demandé par l'opposition à la Knesset. C'est un jour noir pour l'État d'Israël. Cela touche tous les citoyens, de gauche comme de droite. La police a espionné illégalement des hommes politiques, des journalistes, des élus locaux. Il faut nommer une commission d'enquête indépendante qui soit acceptée des deux côtés, pas uniquement par le gouvernement. Plus tôt dans la journée, c'est le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui demandait des comptes. Le système judiciaire ne peut pas se comporter à la légère dans l'application de la loi. Ceux qui sont affectés à l'application de la loi doivent s'y tenir plus que les autres. Nous n'avons pas le droit de perdre notre démocratie. Nous n'avons pas le droit de perdre notre police. Nous n'avons pas le droit de perdre la confiance du public. Ceci impose un contrôle total et sérieux. La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, parle, elle, de tremblements de terre et de faits qui conviennent au régime obscur du siècle précédent. L'entreprise NSO, concepteur de Pegasus, n'a ni démenti ni confirmé la vente du logiciel à la police, soulignant qu'il n'était en aucun cas impliqué dans le fonctionnement du système une fois vendu à des clients gouvernementaux. 5 heures, c'est la durée de l'entretien Poutine-Macron autour de la crise ukrainienne. Le président français s'est rendu à Moscou pour tenter de convaincre son homologue russe quant à un règlement pacifique de la crise, alors que plusieurs soldats russes restent toujours massés à la frontière ukrainienne. Vladimir Poutine s'est dit prêt à des compromis. Alors que plusieurs dizaines de milliers de soldats russes sont toujours massés à la frontière ukrainienne, le président français a rencontré Vladimir Poutine à Moscou ce lundi pour tenter d'apaiser les tensions. À l'issue d'un tête-à-tête de 5 heures au cours duquel Emmanuel Macron a présenté des propositions pour désamorcer la crise, les deux chefs d'État ont pris la parole lors d'une conférence de presse. Vladimir Poutine s'est dit prêt à des compromis. Bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Je voudrais remercier Monsieur le Président pour les efforts que la France, sous sa direction, déploie pour résoudre la question aiguë de nos relations avec l'OTAN, les questions liées à la garantie de la sécurité, à la création d'un environnement de stabilité et de confiance mutuelle sur le continent européen,
et pour résoudre la crise dans le sud-est de l'Ukraine. Обстановки стабильности, взаимного доверия, ну и, конечно, по вопросам урегулирования кризиса на востоке Украины. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont prévu de se reparler après le déplacement du chef de l'État français ce mardi à Kiev, déplacement au cours duquel il doit rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky. Et nous parlons à présent sport. Les nouveaux rois du football africain, les Lions de la Teranga, sont entrés à la maison. Ils ont été accueillis par une foule en liesse, une véritable marée humaine, avant d'être reçus par le président sénégalais Macky Sall. Les images. Les Lions de la Teranga reçus par Macky Sall, signe de la reconnaissance par le Sénégal de la mission d'État accomplie par les défenseurs de ses couleurs à la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. La victoire dimanche soir face à l'Égypte marque la fin de la traversée du désert pour le ballon rond sénégalais. Une prouesse appréciée à sa juste valeur par le président sénégalais. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Signe de la reconnaissance du travail accompli par la troupe d'Aliou Cissé, la présence de cette marée humaine, Dakar a tenu à célébrer ses champions, profitant de la journée fériée décrétée après la victoire des Lions. Le jeu valait certainement bien cette chandelle. Le Sénégal n'a-t-il pas trop attendu cet instant? Religion à présent dans votre journal. Nous sommes en Birmanie. La situation s'enlise dans l'ancienne colonie britannique le 1er février 2021. Souvenez-vous, la présidente Aung San Suu Kyi est arrêtée par l'armée birmane qui déclenche un coup d'État militaire dans le pays. S'ensuit des répressions, emprisonnements arbitraires, des violences envers les manifestants pro-démocratie. Un an après, la situation n'a guère changé. La liberté d'expression reste toujours bafouée et de nombreux journalistes sont toujours en prison. Les églises du Royaume-Uni réclament aujourd'hui leur libération et un accord de cessez-le-feu entre l'armée birmane et les milices armées citoyennes. Dans un courrier adressé à la ministre des Affaires étrangères, les églises s'inquiètent pour les chrétiens birmans. Cette lettre relayée par Christian Today est signée par plusieurs églises, notamment l'église d'Écosse, l'église méthodiste de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'église réformée unie, l'église presbytérienne d'Irlande et l'église de l'Union baptiste. Et c'est ici que chute ce journal. Nous avons pris comme de tradition beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir, Dieu vous bénisse.